Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneuse qui va me raconter son histoire, sa vision de l'entrepreneuriat, ses échecs, ses victoires. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur de rencontrer Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Victor. Alors Renaud, c'est assez intéressant puisque c'est un peu comme avec Grégory Morlighem qu'on peut retrouver l'épisode sur YouTube ou sur Spotify, Deezer, dans toutes les plateformes de streaming. Donc je dis que c'était la même chose. Pourquoi ? Parce que on se connaissait pas. On s'est rencontrés lors d'une soirée. On a échangé et comme avec Grégory, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser, il y avait quelque chose à raconter, une belle histoire à raconter. Et donc c'est pour ça que je t'ai invité. Donc merci d'être venu. Merci à toi aussi. Pour ce podcast. Je vais te laisser te présenter, puisque tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu fais beaucoup de choses, tu as fait énormément de choses. Tu as fait dans la banque. Oui. Ici, on est chez toi à Lousteau-Vergalan, donc un nouveau projet. Tu fais partie aussi du Lions Club. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai assez parlé. Merci Renaud. Est-ce que tu sais te présenter Évidemment. En vitesse et puis après on va commencer les questions. Sans problème. Mais donc je m'appelle Renaud Courtois, je suis tournésien, fier de l'être, 53 ans, à un moment donné ça va très vite, on essaie de plus trop les compter, marié, une épouse, Valérie, qui est également mon associée dans les affaires, 3 filles. Dont ma grande fille qui également travaille avec nous et 2 plus jeunes de 12 et 16 ans, donc ça c'est la famille. Et voilà, donc indépendant et fier aussi de l'être, entrepreneur et content de faire des choses dans notre bonne ville tournésienne. Je me doute. Alors, on va commencer ton histoire. Dis-moi un petit peu, où tu voudrais commencer qu'on raconte ton histoire professionnelle. On va commencer ça. Comme ton podcast, c'est sur l'entrepreneuriat, je Ouais. pense que la première chose qui est importante à dire, c'est que j'ai une famille d'entrepreneurs, donc ça vient souvent naturellement par un historique de famille. Ma famille, donc du côté de mon papa, donc c'est ma grand-mère paternelle et la sœur de mon papa, ma marraine, ont créé un magasin de fourrures ici à Tournai qui s'appelait les Fourrures Courtois. D'accord. Donc je pense qu'on doit être dans les années 50, quelque chose comme ça, parce que tenant compte que c'était ma grand-mère qui a lancé ça. Et donc elle crée elle-même les fourrures, donc en déposant les peaux sur des grandes planches et créant sa fourrure. Donc sa fille, ma marraine, a emboîté le pas. Et donc j'ai vécu évidemment ça quand j'étais tout jeune. Donc ils ont été localisés à plusieurs endroits de Tournai. Ok. Du côté de ma maman, ma grand-mère, donc maternelle, a également eu un commerce à Tournai. Un commerce épicerie avec elle vendait aussi beaucoup de bonbons, c'était juste après la guerre. D'accord. Donc mon grand-père maternel a malheureusement été déporté pendant la guerre. C'était un résistant tournésien, il faisait partie de l'armée secrète et voilà, il est mort donc en camp. Donc ma maman n'a pas connu son papa, donc ma grand-mère était enceinte de maman. Et donc ma grand-mère a dû se débrouiller toute seule pour élever ses 2 enfants, donc mon oncle qui habite maintenant au Canada, enfin depuis longtemps, et ma maman. Ok. Et donc entrepreneur des 2 côtés. Mon papa, lui, a une carrière de cadre et de chef d'entreprise pendant une grosse partie de sa vie. Il a dirigé notamment IBM, Belgique, pendant pas mal de temps, à Bruxelles, à la Hulpe et au Botanique. Ensuite, IBM, il y a eu des restructurations, il a eu l'occasion de partir et il s'est également lancé comme indépendant avec son entreprise. Et je dirais, il faisait en gros de la consultance, donc il a beaucoup aidé des entreprises à trouver les problèmes en interne et les résoudre de par sa carrière de patron. Également professeur, donc il donnait cours à HEC Saint-Louis, à Solvay. C'était vraiment quelqu'un malheureusement décédé depuis quelques années, mais quelqu'un de brillant. Et
profondément aussi entrepreneur et l'envie d'aider les gens à développer leur affaire. Donc je pense que tout cet environnement m'a probablement marqué dans mon jeune temps. Ouais, ok. Ce qui a fait qu'au niveau des études, on va dire que c'était de mon côté un petit peu plus court que normal. Donc j'ai aucun souci de parler de cet aspect-là. Mon papa, lui, était ingénieur, plusieurs diplômes d'ingénieur, donc je pense qu'il a espéré que ses enfants fassent la même chose, suivent le chemin. Mais voilà, là, je me suis rendu très vite compte que les bancs d'école, c'était pas trop mon truc. J'avais l'impression de perdre mon temps pendant 7-8 heures tous les jours. Et donc voilà, j'ai décroché tout à fait honnêtement, malgré que j'étais dans des internats. Papa a tout fait pour que je termine. Garder le film, mais ça n'a pas été. Et voilà, mais je pense que ça n'empêche pas que quand on a eu de bonnes bases d'éducation, de principes, de travail, donc je fais partie des gens qui considèrent que du boulot, il y en a toujours, peu importe son cursus, et que si on est courageux et qu'on a envie d'apprendre, on peut aller aussi loin que quelqu'un qui a fait de brillantes études. Tout à fait. Et c'est un peu aussi le message qu'on a envie de transmettre à travers ce podcast, c'est que on n'est pas tous nés dans la même équité, la même égalité, et c'est à nous de se débrouiller pour essayer de mettre en place. Alors il y a différentes visions, mais en tout cas moi c'est cette vision-là que j'ai envie de mettre en avant. C'est quand je dis donc de promouvoir une société entreprenante, c'est plutôt l'entrepreneuriat dans le sens, dans le grand sens du terme, et en disant que voilà, quelqu'un d'entrepreneur, c'est quelqu'un d'actif, qui aime le goût du challenge, qui a envie d'innover, qui a envie d'aider aussi, de trouver un peu comment se rendre utile dans la société. Ça, pour moi, c'est une personne entreprenante. Comme tu disais en introduction, c'est effectivement grandir avec ses échecs et avec ses réussites. Tout à fait. C'est clair que je dirais que les études permettent d'avoir un cadre de connaissances qui permet peut-être de faire moins vite des erreurs. Donc je ne peux que conseiller évidemment toute personne à au maximum faire son cursus d'études, et j'ai 3 enfants, c'est et je suis derrière en disant au minimum faut terminer ses humanités, essayer encore de faire des études après, et on sera là pour vous aider. Maintenant, le fait d'être tout de suite dans la vie active, oui, on prend des risques parce qu'on ne maîtrise pas nécessairement tout, et on se plante. Mais le fait qu'on se plante, on ne se plante pas 2 fois, et on apprend vite de ses erreurs. Et ça permet de grandir parfois de manière plus rapide que quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui va commencer plus tard et qui aura peut-être, pour certains, moins cette envie de challenge. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je le dis, tout le monde est différent. Il y en a qui adorent les études. Je connais des personnes qui c'est leur vie, c'est les études. Ils ont fini un diplôme, ils en refont un autre. Ils en refont un, et heureusement qu'on a des gens comme ça qui font des doctorats et qui vont dans la recherche, dans une entreprise. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour ça, et je pense qu'il ne faut pas non plus les harceler, et justement essayer de trouver qu'est-ce qui les anime pour après devenir... Je crois que c'est un rôle de parent, et c'est quand on est parent qu'on s'en rend compte. Il y a parfois des enfants qui décident d'avoir une autre trajectoire. Voilà, c'est ça. Alors ça demande... Il faut pas comparer. Justement... Ça demande une certaine compréhension. C'est pas toujours facile, fonction effectivement de ce que les parents ont connu comme éducation et comme études. Et donc, avoir fait des études et avoir un enfant qui ne veut pas nécessairement en faire, c'est compliqué à accepter. Mais au final, on se rend compte que tout le monde a la capacité de grandir avec un bon entourage, avec je dis toujours la bonne éducation. Ce qui me semble être vraiment la base dans tout pour réussir, c'est d'avoir une éducation, savoir dire bonjour, merci, le respect du travail, le respect de l'écoute, et l'envie d'apprendre. Et ça remplace parfois quelques beaux diplômes. Tu as tout à fait raison, je partage cet avis. Merci. Donc, tu n'as pas terminé en tout cas tes études, tu as directement été donc dans la vie active. Tu as commencé par quoi alors ? Évidemment sans études, mais qu'est-ce qu'on peut faire 18 ans environ. 18 ans, ok. Donc j'ai commencé à 18 ans, donc j'ai en 5e secondaire en internat, donc stop, ça n'allait pas. Okay. Et donc voilà, on n'avait pas traîné des années encore comme ça sert à rien. Et
on va dire que heureusement, l'une des choses où je me débrouillais pas mal, c'était le sport. Donc j'étais assez sportif, un peu moins pour l'instant, mais ça reviendra. Et donc je jouais au tennis, je jouais au foot, je faisais de l'athlétisme, des choses comme ça. Et donc naturellement, une des choses qui s'est venue vers moi, mais c'est de trouver un domaine où je pouvais m'exprimer au niveau du sport et dans un métier professionnel. Et donc j'ai eu un contact avec le Club Méditerranée. Et donc c'est vraiment venu comme ça, hein. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler au Club Med, m'occuper des enfants, pouvoir donner des cours et des choses comme ça. Donc c'était très sympa. C'était ma première vraiment expérience professionnelle. En même temps, on voyage un petit peu. Je n'ai pas fait des grands voyages, parce que à l'époque, au Club Med, il fallait déjà avoir quelques années de Club Med avant d'aller voir les belles destinations. Mais ça m'a permis, en France, en Suisse, notamment en Italie, de pouvoir faire des saisons de ski, des saisons de tennis et de choses comme ça. Voilà, ça c'est la première expérience professionnelle. Qui a duré combien de temps? Je dirais 4 saisons, quelque chose comme ça, donc de 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Ça remonte, hein, donc je dis plus ou moins. Et ce que ça m'a surtout appris déjà, c'est la base du respect de l'agenda professionnel, puisque le Club Med, c'était quand même costaud, hein, ça commence au petit déjeuner, donc on doit accueillir les vacanciers au petit-déj, puis il y a les sessions de cours, puis il y a le dîner, de nouveau l'accueil, puis il y a de nouveau les sessions de cours, puis il y a l'accueil du souper, puis il y a la discothèque, l'amusement, le spectacle, tous les soirs pratiquement on participe au spectacle du Club Med, pour ceux qui connaissent bien ça, et voilà, donc tout, c'est très 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 comment dire, respectueux au niveau des horaires, et puis costaud au niveau de l'énergie à donner. Et je crois que ça a été une très très belle expérience pour pouvoir justement, après, dans d'autres métiers, respecter les horaires, toujours être convivial. Donc une des recettes du Club Med, c'est le sourire, et c'est l'empathie, la gentillesse, s'inquiéter des gens, est-ce que tout va bien. Et donc je crois que ça m'est probablement resté. Même quand il y a des mauvais jours, il faut rester... Tout à fait, toujours. La mauvaise humeur, on ne connaît pas, sinon on est vite, on est vite repéré. Et écarté. Et écarté. Ok. Voilà, donc là, tu as fait pendant 2 ans le Club Med. Oui. Et donc un peu partout en Europe. C'est vraiment base France, de mémoire, Italie. France, Suisse, Italie. Et puis tu reviens du coup en Belgique. En Belgique. Quelles sont tes ambitions? De nouveau, je ne savais pas. Tu cherches encore? À l'époque, je cherchais encore qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai trouvé un job stable et aussi avec une rémunération qui permet de se débrouiller, parce que même si mes parents avaient bien réussi, j'ai essayé à l'époque de ne pas devoir toujours aller chez papa et maman et de pouvoir payer un loyer et ses charges. Et donc j'ai travaillé dans le secteur de la publicité à Bruxelles. Donc notamment comme une des fonctions merchandiser, donc c'est donc on travaille pour des grandes marques et on doit les mettre en valeur dans les grandes surfaces, le style les Cora, les Auchan, les choses comme ça. Et donc vous négociez avec les responsables de département une place bien située, visible, pour pouvoir mettre les produits en valeur, et puis vous devez les mettre en valeur pour que ça se vendent le mieux possible. Donc le poste, c'était le merchandise. Et donc j'avais beaucoup de boulot, parce que il y a toujours besoin effectivement de visibilité. Voilà, donc ça j'ai fait aussi quelques années. Au niveau professionnel, donc j'ai travaillé donc ça dans le secteur de la pub, dans le secteur de la mode. Ma maman, elle travaillait chez Dujardin à Bruxelles, à l'avenue Louise, qui était une grande maison de mode connue à l'époque, où beaucoup d'enfants bruxellois allaient s'habiller, notamment le prince Philippe et sa sœur s'habillaient là-bas. Et donc ma maman travaillait chez Dujardin, et ça m'a permis aussi de pouvoir découvrir ce monde-là. Donc j'ai travaillé pour Benetton, notamment, pour ceux qui ont connu, ça existe toujours mais un peu moins en avant, Benetton et l'une ou l'autre marque. Donc ça c'est donc publicité, mode,
Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc avant la banque, hein, je parle. Ouais, bien sûr. L'Horeca. L'Horeca, donc c'est Ouais. voilà, ce qui aujourd'hui en fait permet de voir, tiens, Renaud, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un peu une expérience de tout ce qu'il a vécu. Ouais, tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Donc l'Horeca, que ce soit serveur, barman, etc., pour parfois arrondir les fins de mois, quand on est courageux, quand la journée de travail, on va encore aller travailler quelques heures le soir. Et alors la joaillerie. Donc j'ai eu également un petit moment de découverte en tant qu'associé d'un Arménien. Donc les Arméniens ils sont toujours connus comme sertisseurs Ok. dans la haute joaillerie. Et c'est quoi ça, certis? C'est ceux donc, qui insèrent les diamants ok. et les pierres précieuses Dans les dans la bague. Ok, d'accord. Voilà. Et donc ils avaient une réputation importante là-dedans. Et ça, c'était une histoire amoureuse de l'époque. Hein. Ça fait 29 ans que je suis avec mon épouse d'aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai connu une Arménienne et alors un Arménien également. Et c'est via ces entourages-là que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu ce monde de la haute joaillerie qui était aussi passionnant. Et donc, voilà, en tant que commercial, c'est-à-dire on faisait des ventes privées dans des hôtels à Bruxelles, par exemple. Donc on avait pendant une certaine période la possibilité de mettre en avant des bijoux de luxe dans des hôtels bruxellois. D'accord. Et donc moi je m'occupais de pouvoir les vendre. Voilà, je n'étais pas évidemment dans le côté technique. On apprend certaines choses, mais ça c'est vraiment un métier à part, mais j'étais plus dans la vente. Ok, très bien. Donc là, ça montre aussi pas mal de panels, donc Tout à fait. intéressant. D'autres choses? En gros, on va dire, avant mon métier de banquier, c'est grosso modo le parcours. Ok. Donc le Club Med, la mode, l'Horeca, la joaillerie, c'est vraiment une grosse partie des années. D'accord. Il y a eu quelques aventures à côté, mais quelques-uns de mes amis sont au courant, mais pas tout le monde. Ok, d'accord. On restera alors. On restera soft. Soft dans le privé, d'accord, pas de souci. Donc, on passe à la banque alors, maintenant. Oui. Comment tu es arrivé? Parce que là, encore une fois, un parcours aussi assez intéressant que tu vas expliquer. Hein. Tu commences au guichet et maintenant, 20 ans plus tard, je pense, tu es actuellement... 15 ans, oui. 15 ans. Alors, il y a eu une parenthèse que j'ai oubliée avant la banque, c'est que j'ai eu l'occasion... Première vraiment entreprise que j'ai créée moi-même en personne physique. Ouais. C'est vrai que avant la banque, c'était important de le dire. C'est un restaurant, donc j'ai racheté une taverne-restaurant à Bruxelles, à XL. Donc j'avais 24 ans, oui, ça en 1994 de mémoire. Ça a été vraiment la première découverte, vraiment en tant qu'entrepreneur. Je dis voilà, je me décide de créer quelque chose. C'était une taverne qui était déjà existante, mais portugaise, donc je l'ai rachetée, je l'ai transformée en cuisine française. Clientèle étudiants de la commune d'Ixelles, les policiers d'Ixelles, les gens qui habitaient à Ixelles. Et donc ça, j'ai fait pendant 2 ans. Donc c'est vraiment dirigé. Hein. Je n'étais ni cuisinier ni serveur, mais c'était la direction. Très 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 belle expérience, pas facile. Donc, chapeau à tous mes amis, patrons de restaurants aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que c'est un métier, on se rend pas toujours compte, mais très compliqué, très, très physique. Hein, on se lève tôt le matin, ça termine tard le soir. Pas toujours facile au niveau de la reconnaissance des gens. C'est un milieu très critique. Très critique aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, où directement tu peux mettre un commentaire, et ce commentaire fait que tu as beau en avoir eu 10 qui ont bien mangé, malheureusement le commentaire pas cool démolit un petit peu la moyenne. Également aussi au niveau du personnel, c'est pas facile de garder du personnel dans l'Horeca. Encore plus pour ceux d'aujourd'hui qui ont connu le Covid, puisque beaucoup de gens qui travaillent dans l'Horeca avec le Covid se sont rendus compte que c'était un métier qui était dépendant parfois de crise, et ils ont eu peur de continuer, donc ils sont partis dans d'autres directions. Mais à l'époque, on avait déjà des soucis à garder un cuisinier, à garder des serveurs, donc un va-et-vient assez important. Donc ça a été pour moi une expérience en termes de gestion de ressources humaines qui était... C'est une expérience assez intéressante. Donc tu as 24 ans, tu rachètes le commerce, donc cette brasserie.
comment tu fais pour acheter? Est-ce que tu avais déjà des fonds privés ou est-ce que tu as dû faire un prêt? Alors j'ai été fortement aidé par mon papa et ma maman. Donc je remercie mon papa qui est là en haut et ma maman qui est toujours à mes côtés. Donc ils m'ont aidé, ce qui m'a permis de ne pas devoir faire beaucoup appel aux banques. On sait que l'Horeca c'est pas du tout le secteur le plus sexy pour les banques, même s'ils en financent encore. Ça, c'est le métier banquier qui parle. Mais c'est intéressant parce que si des personnes ici qui nous écoutent souhaiteraient justement lancer son restaurant, etc., c'est important aussi de voir un peu la réalité des choses. Ce n'est pas un secteur exclu, c'est un secteur à risque. On sait qu'il y en a quand même pas mal qui se plantent. Ce qu'on se rend compte avec l'expérience, c'est qu'évidemment les gens qui ont déjà eu de l'expérience de l'Horeca, soit en tant que personnel, donc ils ont été cuisiniers, serveurs pendant des années, qui ont des bonnes bases de gestion. La plupart, on fait une petite parenthèse, mais la plupart des commerces Horeca qui ferment, c'est parce que c'est souvent un souci de gestion. Voilà, on confond la poche privée avec la poche professionnelle. On ne paye pas ces obligations nécessaires, et donc très très vite, on est acculé. Être très bien entouré, donc oui, il faut être très sélectif au niveau de son personnel. Des cuisiniers qui ont un CV impeccable, pas qui changent tous les 3 mois de boîte et qui font des crises au premier coup de feu. Les serveurs aussi, des serveurs honnêtes, professionnels, qui ont eu la formation. Donc je pense, comme toute boîte, quand on entreprend quelque chose, c'est s'entourer de personnes avec de bonnes compétences. Et si on a une bonne équipe avec soi, le patron, c'est évidemment plus facile de pouvoir avancer, d'être serein. Mais au niveau bancaire, ça, on fait évidemment attention. Donc si on a affaire à un dossier qui est bien ficelé, avec un bon prévisionnel, avec une bonne équipe, avec quelqu'un qui a un bon historique, on sera plus à même à être ouvert à faire quelque chose que quelqu'un qui se dit tiens, je sais pas quoi faire, je vais ouvrir un commerce, mais je n'ai aucune expérience. Je résume, je caricature. Typiquement l'Horeca, ou si par exemple moi j'ai envie de ouvrir un magasin de vêtements, de choses, c'est la même chose. On regarde quand même toujours un peu l'histoire de la personne. C'est intéressant et c'est important qu'on ait affaire. Donc on avance un petit peu sur le métier de banquier. Mais c'est important. Je pense que des bons analystes crédits, donc des bons directeurs des banques, des bons employés de banque, ce qui est important, c'est d'écouter la personne qu'on a en face de soi, ne pas que se baser que sur des chiffres, parce que parfois, si on se base que sur des chiffres, oui, une décision peut être parfois trop vite prise, mais c'est important de connaître la personne, connaître son histoire. En tout cas, moi, personnellement, sur mes 25 ans de carrière bancaire, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, c'est laisser parler les gens, les découvrir, voir ce qu'ils ont fait, comme toi tu fais avec moi. Et quand tu as écouté la personne pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu es à même de te dire ma confiance, elle est quand même positive par rapport à défendre ce dossier. À côté, il y a le côté financier. Est-ce qu'il a un apport? Est-ce qu'il a fait un bon prévisionnel avec un bon comptable? Où est-ce qu'il va? Quelle est sa marge qu'il va réaliser sur le produit qu'il va vendre? Tout ça est également important. Mais parfois, je pense que connaître la personne qu'on a en face de soi, c'est essentiel. Et donc, oui, je fais des petites crochets. La banque, parfois, que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché, qui est appuyée sur 2, appuyée sur 5, appuyée sur 6, tu as une personne qui se trouve parfois pas du tout dans la région où tu veux travailler, qui ne connaît absolument pas Tournai. Donc, comment un commercial qui est dans un bureau derrière un ordinateur à Bruxelles peut juger qu'un Tournaisien qui a son histoire et a envie d'ouvrir un commerce peut ou ne peut ne pas être capable de créer. S'il se base que sur purement des chiffres, c'est parfois dommage. Et donc, dans les deux sens, on peut prendre une décision favorable avec parfois des chiffres qui ne sont pas toujours optimaux ou avec des fonds propres qui ne sont pas nécessairement importants. À l'inverse, on peut avoir une présentation qui est tip-top parce qu'ils ont fait appel à un bon bureau comptable qui nous a fait un splendide prévisionnel. Mais l'histoire de la personne, ses expériences, etc., nous montre que ça va être compliqué. L'Horeca en fait partie.
Très bien. Mais en tout cas, très beau, très beau premier projet, en tout cas, à la brasserie, qui t'a permis aussi, donc, comme tu as dit, apprendre un peu les ressources humaines, gérer une équipe, planifier, gérer les stocks, gérer les avis clients. Et donc, très intéressant aussi cette expérience-là. Et puis, tu arrives donc à ton histoire bancaire. Oui. Alors, explique-nous un peu. Pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, tout à fait. C'est vrai que c'est particulier. Où on sait, encore une fois, tu vas l'expliquer, mais maintenant tu es directeur d'agence, donc. Oui, avec mon épouse. Avec mon épouse, donc il y a une belle histoire. Donc raconte-nous cette histoire bancaire. Et donc, je reviens au restaurant. Le restaurant, on a dû malheureusement arrêter, pas parce que ça ne marchait pas, mais les propriétaires du bâtiment où je louais le rez-de-chaussée commercial ont été saisis par le fisc. Okay. Voilà, ils ne me payaient plus, on appelle ça l'impôt cadastral. Okay. Ils avaient plusieurs immeubles et donc, boum, l'État, à un moment donné, passe dessus. En tant que locataire, j'avais un droit de préemption, mais trop jeune que pour acheter un bâtiment dans XL. Ouais. Déjà, les prix à l'époque, c'était costaud, encore plus aujourd'hui. Et donc, fini, je n'ai pas fait faillite, j'étais en personne physique, j'ai juste stoppé l'activité, c'est tout. Et donc, que faire 27 ans, si je dis oui, 27 ans, que faire avec mon cursus, oui, de plein d'expériences, de plein de choses différentes, mais pas ce foutu diplôme, je dirais, d'études supérieures et autres. Et donc j'ai vu une annonce, je vais résumer, j'ai vu une annonce dans un journal d'annonces comme quoi une banque à Tournai recherchait des commerciaux. Étant tournaisien, ayant encore de la famille à Tournai, je me suis dit mais pourquoi pas, je tente l'opération, j'ai envoyé un CV qui évidemment a été relativement léger sur l'étude, mais plus important sur le côté expérience de vie. Et j'ai eu la chance qu'une banque s'est concentrée plus sur cette expérience de vie, puisqu'il cherchait un commercial qui n'avait pas peur d'aller à l'extérieur, se présenter, démarcher, trouver des clients, voilà. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils se sont concentrés, puis l'entretien qui s'était bien passé à l'époque. Et donc le patron de cette banque, d'abord deux directeurs qui m'ont reçu, et les deux directeurs devaient avoir un avis positif quant à mon engagement, et puis tu passais chez le Big Boss. Et donc j'ai eu la chance, et ça s'est fait très très vite, je pense, je sais plus, 15 jours après, je commençais ma vie d'employé de banque, mais en commençant évidemment tout en bas. Oui. Donc voilà, je les remercie encore aujourd'hui de m'avoir accordé cette chance, parce que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à cette chance qu'on m'a octroyée. Et donc j'ai commencé au guichet, tout simplement. Le guichet, l'accueil, les ouvertures de compte, de la formation. On a la chance que dans la banque, on a la possibilité de se former de manière très régulière, encore plus quand tu es indépendant, parce que là, il y a une obligation de points à garder pour pouvoir continuer à vendre les produits. Et donc on va dire, toutes les heures d'études que j'ai manquées quand j'étais jeune, je pense que sur 50 banques, je les ai bien récupérées à tout niveau, puisque tu fais de la comptabilité, tu fais de la fiscalité, plein de choses. Voilà, et donc cette banque m'a laissé ma chance. Petit à petit, j'ai comme on disait tout au début, cette notion de respect, de travail, d'apprentissage, de comprendre, de ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas faire, expliquez-moi ». Je ne sais toujours pas le faire, réexpliquez-moi, ce n'est pas grave. Et d'avoir les bonnes personnes en face qui acceptent d'octroyer ce temps. Je remercie notamment, on peut citer son nom, c'est Monsieur Quenoy, qui était connu à Tournai, notamment déjà pour la bonne pâtisserie près de la gare, mais aussi parce qu'il était directeur de banque, et c'est lui qui était mon directeur et qui m'a appris beaucoup de choses. Il nous a quittés aussi aujourd'hui, mais c'est vraiment une personne où je lui dois énormément, parce qu'il a eu le temps, ainsi que toute son équipe. Il y a encore une partie de l'équipe qui est dans cette agence à Tournai, et ce sont des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc, ça, il faut être. Donc là, tu es au guichet, donc ouverture de comme tu dis, ouverture. Opération, un retrait, versement. Ça permet de connaître le client. Donc du relationnel. Du relationnel, vraiment du relationnel, du base commerciale aussi. Mais pour augmenter au niveau commercial dans la banque, il faut avoir évidemment plus de technique. Donc il faut avoir le temps de l'apprendre.
l'avantage du guichet, et je dirais que toute personne qui travaille dans la banque devrait commencer, doit commencer par là, c'est que ça permet de connaître sa clientèle, puisque un peu moins maintenant, il y a aussi la digitalisation qui est passée par là et tout l'aspect électronique. Donc des guichets, il y en a un peu moins qu'avant, aux grandes dames de beaucoup de personnes, parce que c'était l'occasion d'avoir un contact avec la banque. Mais ça permettait de connaître au niveau visage, physique et au niveau de la situation, beaucoup de ses clients. Donc ça, c'était important. Ok. Et comment tu fais alors pour évoluer. Mais donc, t'es demandeur d'apprendre, donc ça a toujours été mon cas, apprendre, et donc voilà, et donc moi je me suis très vite intéressé au crédit. Ok. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était un chouette produit. On réalise les envies du client. Le client a envie d'une nouvelle voiture, le client a envie de faire des travaux chez lui, le client a envie d'acheter une maison. Le client a des difficultés au niveau privé, il faut pouvoir trouver une solution pour le soutenir à un moment difficile. Et le client indépendant, entrepreneur, qui a plein de projets et qui a besoin d'une banque à un moment donné pour intervenir. Et donc j'ai commencé par le crédit court terme, et essentiellement le crédit voiture. Donc la banque pour laquelle je travaillais voulait développer ce domaine-là. Et donc pour le développer, une des idées, c'était d'aller visiter les garages, les concessions automobiles de Tournai, et voir s'ils seraient à même de travailler en partenariat avec la banque. C'est-à-dire, comme évidemment ils sont à la source des demandes de vente de voitures, ils ont besoin d'un crédit. C'est-à-dire travailler avec nous en tant qu'intermédiaire officiel. Donc évidemment, à l'époque, il y avait, c'est normal, toute une procédure pour être intermédiaire, enregistré, et voilà. Et donc j'ai été démarché des concessions automobiles. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. C'est le côté Club Med, le côté convivialité. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai certains concessionnaires automobiles qui sont devenus à force des amis et même des proches. Parrains d'enfants et des choses comme ça. Donc pour dire que voilà, c'est un lien qui se crée. Et ils ont tous été, pour beaucoup à Tournai, extrêmement ouverts à cette façon de faire. Tiens, on a un banquier qui vient nous voir régulièrement le matin, qui vient s'intéresser à nous, à notre travail, qui est prêt à trouver des solutions. Parfois, c'est des crédits un peu moins faciles, il faut se battre. Et comment est-ce qu'on peut trouver une solution de crédit ? Et ça leur a énormément plu d'avoir ce contact direct. Voilà, donc ça a très vite matché. Donc j'avais un prédécesseur qui avait commencé, et donc moi il fallait que je continue, parce que lui avait été promu comme directeur d'une agence. D'accord. Et donc voilà, c'est une opportunité. Quelqu'un est promu, il y a un poste qui se libère, et on y va, on fonce. Okay. Et voilà, ça a très bien marché. On a cartonné pendant des salons de l'auto, etc. On va dire que... Ah oui, donc tu étais présent dans les salons de l'auto. Oui, tout à fait. Donc la banque. Tu avais un stand. Oui, la banque participait un peu comme dans l'habitat, les salons d'habitat. On avait le salon de l'automobile à Tournai, et donc la banque était présente sur le salon avec un stand, et on était directement disponible pour les concessions automobiles. Okay. Donc ils pouvaient compter sur nous pour immédiatement coder les demandes, voir si ça passait. Donc un véhicule, oui, bon de commande, il est là, sous réserve d'acceptation de crédit. Si tu as le crédit très vite, le client, c'est bon, quoi. Donc, il garde le client. Donc, on avait un rôle important. Et donc, ça a bien marché. On avait plus de 50% des garages de Tournai qui travaillaient avec nous de manière occasionnelle ou de manière importante. Et donc ça a permis de... Maintenant ça peut changer, non ? Oui, maintenant c'est fini. On peut... le côté intermédiaire est beaucoup plus contrôlé, évidemment, parce que ce lien commercial entre quelqu'un qui t'apporte une affaire et la banque, c'est plus du tout vu de la même manière. Pas quoi, c'était vu comme anti-concurrentiel C'est plutôt conflit d'intérêts, je pense. Je n'ai pas trop l'aspect juridique des choses, mais je pense que c'est surtout ça. C'est voilà, il y a un lien qui fait que ça crée une affaire, mais dans l'intérêt de quelqu'un, avec un intérêt financier. Donc voilà. Donc aujourd'hui, mon métier de banquier indépendant, on ne travaille plus avec des intermédiaires dans le sens qu'il y a un intérêt financier derrière. On peut encore se parler l'un de l'autre. Tiens,
t'as besoin d'un bon peintre, va voir de ma part telle personne, il bosse bien. Donc on peut encore se référencer, mais on doit être extrêmement prudent par rapport aux liens d'intermédiaires et surtout pas avec une commission payée derrière. Ça, c'est strictement interdit. La même chose avec, par exemple, je pense à ça, un banquier, un agent immobilier, par exemple. Oui, ben, tout à fait. L'agent immobilier ne peut pas dire, ah tiens, va chez un tel, va chez Victor. Alors il peut effectivement dire, je connais plusieurs bons banquiers vraiment spécialisés dans le domaine du crédit hypothécaire, parce que, entre guillemets, moi c'est devenu ma spécialité depuis pas mal d'années. Donc du coup, dans un cas pratique, un agent immobilier pourrait pas dire, ah tiens, va chez Renaud Courtois, il va te faire... donner, en tout cas, que nous faisions de la publicité avec des documents publicitaires dans l'agence immobilière et qu'ils remettent, etc. Non. Mais maintenant, le fait de conseiller verbalement en disant, voilà, je connais 3 bonnes banques et certaines personnes vraiment spécialisées, parce que dans certains cas, ils se rendent compte que les gens, et beaucoup de jeunes qui achètent une maison n'ont aucune connaissance et savent pas quoi faire. Bien sûr. Si on peut avoir un rôle de les aider, mais ça doit être extrêmement cadré, et comme nous, ça nous arrive dans notre métier, parce qu'ils viennent faire acheter une maison, ils ont besoin de faire 100 000 euros de travaux, il faut refaire la toiture, le machin, le bazar. Oui, ça nous arrive de dire, allez voir telle ou telle personne. On nous a dit d'autres clients qui travaillaient bien. Si vous connaissez personne, allez voir, mais n'hésitez pas à en aller voir plusieurs. Moi d'ailleurs, dans mon argumentaire, quand je reçois de nouveaux clients potentiels de la banque, très souvent, et ceux qui me connaissent le savent, je dis, écoutez, je ne suis pas le seul banquier à Tournai, ou à Enghien, on est également situé. Allez voir aussi d'autres banquiers, parce que vous allez avoir des informations de ma part, mais vous aurez peut-être d'autres informations d'une autre banque, et faites votre idée en fonction de tous les éléments. Au final, qu'est-ce qui va jouer dans la balance? C'est les conditions, évidemment. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde regarde à son portefeuille. Mais parfois également, le côté relation avec son banquier est important. Parce que le banquier qu'on choisit, c'est son banquier pendant pas mal d'années. Et voilà. Donc, je crois qu'il faut laisser toujours le client choisir, être ouvert. On est évidemment des commerciaux, on espère qu'ils vont signer avec nous, mais je suis pas, en tout cas moi j'ai jamais été un vendeur, comment on appelle ça, qui met son pied derrière la porte pour ne pas fermer la porte. J'ai toujours voulu que le client se sente rassuré et dise ok, je peux travailler avec lui ou pas, j'ai pas l'impression qu'il est en train de me forcer la main. Quoi. Qu'il y a vraiment une envie aussi du client de travailler. Et il faut avoir ce comportement dans le relationnel de l'entreprise, des affaires. Quand on parle de quelqu'un, vous pouvez aller le voir de ma part, mais allez voir aussi d'autres gens, faites-vous votre idée. Ok, très bien. Donc intéressant. Donc là, tu es analyste crédit court terme. Oui, donc à la banque où j'étais, et puis j'ai eu l'occasion donc de devenir chez eux analyste crédit, donc c'était une demande de ma part. J'ai été voir la direction en disant ça fait une dizaine d'années que je suis en agence, j'aimerais bien un petit peu évoluer et là l'analyse crédit, donc au siège de la banque, tu es vraiment dans la décision crédit, et là on est plutôt dans le long terme, parce que le court terme c'est souvent soit avec un système de scoring, soit sous décision de l'agence, du directeur d'agence. Le crédit long terme, donc les crédits habitation, les crédits d'investissement professionnel, là ça passe souvent par le siège, et là tu as affaire à vraiment des analystes qui sont plus techniques, perfectionnés. Tu apprends à calculer le cash flow et tout ce genre de choses. Et donc j'ai eu l'occasion de faire ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, donc dans cette banque, avec des analystes d'expérience, et là j'ai appris à monter d'un cran au niveau de ce métier. Et est-ce qu'il y a une différence entre un privé et un particulier et un professionnel? À quel niveau à niveau de comment tu traites les dossiers, que ce soit pour parce que un professionnel ça peut être juste un indépendant qui vient aussi à titre professionnel, mais aussi à titre privé. Est-ce que tu le alors l'analyse, donc l'analyse financière reste toujours la même base. C'est
vérifier au final qu'il y a bien une capacité de remboursement pour rembourser le crédit et que quand le client a remboursé son crédit, il a encore suffisamment aussi que pour vivre. Que ça soit privé, c'est le cas. Il paye son crédit hypothécaire, il lui reste encore 2 000 € par mois dans la famille pour vivre. Est-ce que c'est suffisant en fonction de sa situation? Oui, non. Que ça soit professionnel, la société, est-ce que la société est capable de sortir un montant de crédit d'investissement par mois? Et est-ce qu'elle a encore la liquidité que pour fonctionner tous les jours, payer son personnel, payer ses charges sociales, avoir des capitaux suffisants? Donc l'analyse est un peu plus complexe quand on est plus technique. Voilà, plus technique. En professionnel, c'est la lecture d'un bilan qui est effectivement le côté plus technique dans l'analyse, puisqu'il y a toute une série de méthodes et de calculs que l'on doit réaliser, des formules que l'on doit réaliser pour, au final, voir la société a cette capacité de pouvoir faire face à la demande qu'elle nous fait. Tandis qu'au niveau privé, c'est un peu plus simple. Un salarié, c'est les 3 fiches de paye, c'est est-ce qu'il a un CDI, est-ce qu'ils ont des fonds propres, est-ce qu'il y a une stabilité d'emploi, dans quel secteur il travaille. Un indépendant pour des besoins privés, c'est son avertissement extrait de rôle. Donc là, il faut souvent qu'il y ait déjà au minimum 2 ans d'activité d'indépendant, puisque ton extrait de rôle, tu ne le reçois qu'après un certain délai. Donc malheureusement, quand ils viennent de commencer, c'est compliqué pour nous, en privé, en crédit privé, de savoir est-ce qu'on peut leur prêter ou pas, puisqu'il n'y a pas encore de réels chiffres avancés. On peut travailler sur base parfois de prévisionnel, mais on va dire que c'est plus simple quand on a déjà 2 bonnes années d'activité, puisqu'on a déjà au minimum un extrait de rôle complet, plus un prévisionnel sur l'année qui a été écoulée, où il recevra son extrait de rôle après. Et voilà, donc ça c'est un peu la méthode de travail. En entreprise, c'est vrai que c'est plus technique. Et là, j'apprends moi-même, même après mes 25 ans de métier, j'apprends encore tous les jours, parce que j'ai des personnes à la banque qui sont à un niveau bien plus costaud que moi, au niveau entreprise, et ils m'apprennent tous les jours dans des dossiers des petits trucs et astuces pour... voilà. Et donc, quand une personne souhaite entreprendre, et là je pense vraiment plutôt dès son plus jeune âge, donc qui commence sa vie professionnelle en étant indépendant. Oui. C'est quand même assez compliqué d'avoir un investissement avec la banque, parce que on prend, tout le monde n'a pas un capital de départ économique. Oui. Et donc, si une personne qui n'a pas ce capital-là, mais qui a envie d'entreprendre et qui dit voilà, j'aimerais bien avoir un chouette projet, qui va voir la banque. Parfois, je pense que énormément de gens qui peut-être écouteront ce podcast et qui ont connu cette situation le diront. Parfois, les banques sont dures et l'entretien se raccourcit rapidement, parce que très vite ils vont aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la partie chiffres, finances. Et puis, rien que le mot de dire « je n'ai pas de fonds propres », au bout d'un quart d'heure, vous êtes déjà dehors de l'agence, tout dépité, en disant voilà, mon projet, c'est foutu. Alors, ça, c'est le côté, évidemment, pas cool de la médaille. Un entrepreneur, parce que je pense que c'est surtout ça, ton podcast, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être fort dans la tête, sûr de son projet. Ça doit se sentir. Quand il va voir le banquier, quand on l'écoute, on a clairement l'ambition qu'il veut y arriver, qu'il est passionné, que le domaine dans lequel il veut travailler, c'est un domaine qu'il aime, qu'il connaît. C'est mieux, comme je disais tantôt, d'avoir quand même quelqu'un qui a une expérience dans ce métier, qui s'est entouré d'une équipe, qui s'est entouré d'un bon comptable, qui s'est entouré d'une bonne banque, qui s'est entouré d'un bon secrétariat social. Tout ces besoins sont capitaux dans la demande. Et puis oui, c'est clair qu'une banque, elle prête avec un risque. Le risque privé est moins important, enfin pas moins important, mais moins risqué que le risque professionnel. Quand on finance une maison, si on finance une partie importante de la maison, on sait que, et heureusement ça n'arrive jamais, moi je dis toujours en 25 ans de carrière et des milliers de maisons financées,
le nombre de ventes forcées pour aller récupérer les sous est quasi, je dirais pas inexistant, mais très limite. Puisque mais en tout cas, il y a une sécurité. Il y a une sécurité, il y a une garantie, c'est les briques. Tandis qu'une entreprise, tu crées une entreprise, je dis voilà, je voudrais 100 000 euros pour ouvrir un bar qui sera ouvert le soir et on va vendre des cocktails et je serai locataire du bâtiment. Et si la banque, ça marche pas, et comment elle va récupérer ses sous? Donc c'est logique qu'elle soit beaucoup plus exigeante et beaucoup plus stricte. C'est pas pour ça qu'elle ne prête pas. Mais il est clair que quand on a des capitaux un petit peu derrière soi, ça aide. Alors l'idéal, on dit souvent, c'est une vingtaine de pourcents. On va dire, je dis une règle comme ça, voilà, 100 000 euros, vous mettez 20 000 euros, la banque, avec un bon prévisionnel et une certaine expérience, la banque est évidemment beaucoup plus ouverte. Et au fur et à mesure qu'on augmente le risque. Parce que ce qui est intéressant aussi, de comprendre un peu le vocabulaire prévisionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un comptable qui va avec toi, en fonction de ton activité, identifier les chiffres, le chiffre d'affaires, les frais que tu vas réaliser, donc le bénéfice, prévision. Et une banque peut se baser sur ce prévisionnel. En disant voilà, tu vas gagner autant. Voilà, je demande 1 000 euros de crédit, mon chiffre d'affaires va être de 10 000 euros, ce qui va générer un bénéfice brut de 5 000 euros, moins les impôts. Il reste un certain montant qui permet de déterminer la capacité de rembourser les 1 000 euros de crédit que tu demandes. Voilà, en gros, c'est ça. Et dans le prévisionnel, cette charge future va être mise. Donc, ton comptable va mettre dans le prévisionnel ton chiffre d'affaires, ton salaire, le loyer, tout ce que le comptable, tout ce que ça coûte, les marchandises, également le futur crédit que tu demandes. Et son objectif, c'est de pouvoir prouver avec quand même une certaine réalité du terrain, que ça tient la route. Voilà. Et ça, la banque en a absolument besoin pour vérifier. Donc, ça peut être encore jouable si j'arrive, je n'ai pas de fonds de capital, mais voilà, je suis bien entouré, comme tu dis, j'ai un très bon comptable, j'ai un bon business plan, je crois en mon projet, je montre que c'est une expérience. Voilà, je ne dis pas que c'est à 100% gagné, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et c'est là que je dis que la tchatch de l'entrepreneur, le désir de vouloir le faire, etc., qu'il communique à un banquier qui est à l'écoute, parce que ça aussi, c'est un élément. Je ne parle pas de banques, je parle de gens qui travaillent pour des banques. Il y a des personnes qui sont également, qui ont une empathie, qui sont à l'écoute, comme il y en a d'autres qui ne le sont peut-être moins, parce que j'en sais rien, en fin de carrière, plus motivé, ras-le-bol, et plus envie, ou une expérience qui fait que certaines banques aussi mettent une pression sur les personnes travaillant dans les agences en disant et si tu te trompes dans ton dossier, une fois, 2 fois, au bout de 3 fois, tu es à la porte, et donc tu as peur. Tu as peur de dire oui, tu as peur de proposer un crédit. Et donc si tu trouves des banques open au niveau de l'écoute, qui ont une politique de crédit, je ne dis pas on accepte tout, mais ouverte. Voilà, il y a des robinets qui sont ouverts et selon certains paramètres. Alors il faut savoir aussi que le fait de ne pas avoir de fonds propres, parfois peut être compensé par des aides aussi d'organismes extérieurs qui prennent une part du risque. Je parle à Tournai, assez connu d'un WAP Invest. Un WAP Invest peut intervenir dans une part du risque de la banque. Faire des levées de fonds, ça se fait aussi sur ou des levées de fonds. Et donc ça permet à la banque de dire, OK, sur 100 euros de crédit, il y en a 30 qui sont pris en charge par tel organisme, avec leurs propres garanties, leurs propres conditions. Nous, on ne doit plus en prendre que 70, même si au départ, c'est 100 qu'ils demandent. Et donc, il y a un partage de la responsabilité et du risque. Et parfois, ça peut évidemment aider. Donc, ces organismes tels que WAP Invest sont hyper importants pour des entrepreneurs. Voilà. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ok, très bien. Voilà. On a fait un grand, grand aparté, mais en tout cas, c'est très, très intéressant, puisque au moins, ça permet aussi des personnes, je suis sûr, qui nous écoutent et qui pourraient être dans ce cas-là et qui ne savent pas trop quoi faire. Je pense tout à fait. Ça peut être très enrichissant. Qu'ils aillent voir
leur banquier, ne pas avoir peur de leur en parler. Et il y a beaucoup de très bons banquiers, surtout à Tournai. Je n'en doute pas. Pour revenir à toi, là, tu es encore dans ta banque. Oui. Analyste crédit, Oui. donc, pour le long terme. Voilà, tu fais des analyses, etc. Beaucoup de crédits habitation. Donc on va dire, voilà, okay. un peu de tout, mais on va dire 50% de ma... Okay. Pas d'assurance, pas de... Si, on est également assureur, parce qu'aujourd'hui, la banque assurance est devenue assez nécessaire et la norme. Alors, je dis souvent que, j'ai pas peur de le dire, on ne remplace pas un courtier d'assurance qui, lui, est à 100% dans l'assurance, et un courtier d'assurance ne remplace pas un bon banquier. Donc c'est dans les deux sens. Mais néanmoins, nous sommes capables de, aujourd'hui, proposer des produits d'assurance qui sont tout à fait adéquats. Ça a parfois des facilités d'avoir évidemment tout dans la même banque, mais si j'ai un crédit hypothécaire avec l'assurance habitation qui est chez moi, si le client a un problème, je connais tout le dossier hypothécaire, je connais la maison, je sais le produit que je lui ai vendu en assurance habitation, il a un sinistre, ça permet parfois de réagir très très bien, donc on est capable de faire aussi du très très bon travail d'assurance. Okay. Maintenant, on ne vend pas tous les produits d'assurance. Un courtier d'assurance a évidemment une architecture d'assurance très importante, professionnelle et autres. Donc voilà, à titre personnel, j'ai des assurances dans la banque dans laquelle je travaille, mais j'ai également un courtier d'assurance pour d'autres produits. Ça me semble être la bonne norme. Okay. Voilà. Et donc voilà. Et est-ce que tu gravis encore un échelon, ou est-ce que l'histoire avec au niveau de la banque, en fait, nous, on est plutôt avec mon épouse sur tout doucement la fin de notre. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Quand tu étais analyste crédit à la première banque. La première banque, oui. Voilà. Est-ce que tu avais encore des choses à raconter sur ça, ou non, donc je suis resté là, puis j'ai aidé à sauver une agence. C'était la dernière mission. Donc il y avait une agence du groupe qui allait fermer. Et le patron nous a mis à deux, donc moi et une autre personne, pour essayer une dernière chance de trouver des solutions pour que cette banque puisse continuer. Donc une agence du réseau. Et c'est une mission qu'on a réussi en 2 ans et demi, 3 ans de temps. On a bien fait monter les chiffres, la clientèle et tout. Et cette agence d'ailleurs existe toujours, je le sais, avec la deuxième personne qui est toujours à la tête, avec qui j'ai travaillé, avec une équipe. Et donc voilà, ça c'était la dernière mission. Ensuite, donc j'avais 44-45 ans brièvement, et il n'y avait plus d'opportunités dans cette banque possible. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'avoir mes responsabilités, de créer quelque chose. Et donc la banque actuelle m'a donné il y a 10 ans cette opportunité. Mon épouse est venue me rejoindre dans cette aventure, et donc ça fait 10 ans qu'on a une agence en tant qu'indépendant. Voilà, donc là tu as pris le rôle avec ton épouse, directeur. Agent, on appelle ça agent indépendant. Agent indépendant. Donc on achète des codes postaux, donc on appelle ça un goodwill. Donc voilà, on attribue une agence physique. Donc oui, il y a un local, mais nous avons le choix de mettre l'agence où nous le désirons. Donc on peut acheter un bâtiment, créer l'agence, etc. Avec l'aide évidemment de la banque. Donc il y a la localisation qui est importante. Donc là, la banque, elle t'aide à acheter un bâtiment pour toi. Alors évidemment, comme c'est toi qui c'est toi qui dois trouver les fonds, mais la banque est évidemment ouverte, puisque l'objectif c'est d'ouvrir une agence de son nom. Elle est évidemment ouverte avec un bon prévisionnel, avec un bon dossier. Elle est ouverte à t'aider à financer un bâtiment, et également le rachat du portefeuille du précédent, parce que c'est souvent un indépendant historique qui, à un moment donné, revend son portefeuille avec un nombre de clients, avec un montant de commission. On négocie une reprise, et donc voilà, il y a un investissement, c'est acheter ce portefeuille, acheter un bâtiment ou le louer,
Et puis c'est parti, l'aventure commence et tu as une région qui t'est délimitée avec des codes postaux. Voilà, et l'objectif, c'est d'essayer de faire grandir ça, de faire grandir sa clientèle, de faire grandir ses commissions, pour avoir, comme tout entrepreneur, cette ambition d'avoir une activité qui tourne et qui fonctionne de mieux en mieux. Et là, il y a du personnel. Vous êtes combien? Vous êtes que deux? Nous, on est quatre pour l'instant, 3 de la même famille. 3 de la même famille. Donc mon épouse et ma grande fille, Justine, qui a 22 ans et qui travaille avec nous depuis un petit 2 ans. Voilà, et puis, oui, en fonction du nombre de clients, tu adaptes évidemment ton personnel. Là, tu n'es pas dans la même région, donc tu n'es plus sur tournée. Alors, donc j'ai l'attribution de la région d'Anguien. Donc on a racheté les codes postaux Anguien, Silly-Bassily et une petite partie flamande, Ernst Saint-Pieterskapelle. Néanmoins, étant tournaisien, ayant travaillé 15 ans dans une banque à Tournai et beaucoup d'activités sur Tournai, on va dire qu'il y a une latitude, je dirais, parce que je vais chercher des clients que la banque n'aurait pas si évidemment je n'étais pas intégré à la vie tournaisienne. Et donc c'est quand même positif pour la banque. Grâce à mon relationnel, j'apporte de nouveaux clients à la banque. Et donc voilà, il y a un accord de bonne procédure avec l'agence qui est localisée à Tournai. Tant que ça reste dans des règles, évidemment, je ne vais pas chercher des clients de cette agence pour les attribuer chez moi, mais j'apporte une nouvelle clientèle. Et en faisant ça, évidemment, l'indépendant, on va dire que sa force, c'est que ses heures de travail sont souvent plus larges. Donc nous, on peut encore nous contacter le soir via les réseaux et des choses comme ça. Monsieur Courtois, j'aimerais bien vous rencontrer. Il est 21h, je vois mon petit WhatsApp, ça m'arrive de répondre, le week-end aussi. Au niveau aussi publicité, c'est vrai qu'on on fait partie de clubs d'entreprise, donc nous on peut payer des cotisations de BNI et de choses comme ça, ce qu'un employé dans une agence branch ne fait. Branch, ce sont les agences qui dépendent du siège, ne font pas. Et donc on apporte évidemment une notoriété de la marque dont bénéficie également l'agence locale. Et donc c'est ça que je dis, il y a un échange de bons procédés qui est ok, vous travaillez sur une région qui n'est pas nécessairement la vôtre, mais vous nous apportez clairement de la clientèle parce qu'il y a des gens qui ouvrent la porte de l'agence en ayant entendu parler de la marque, mais grâce à ce que l'indépendant a fait. Donc c'est ça que je dis, on a une région, on se concentre sur la région, mais ça nous arrive clairement Et c'était pas... Donc là, tu parles vraiment de ton réseau à tourner. Oui. Mais c'était pas compliqué de se créer un nouveau réseau dans une région où tu... Anguien, c'était choisi et voulu, puisque j'ai vécu à Anguien. Ah, d'accord. De l'âge de 7 ans à une vingtaine d'années. Papa et maman ont travaillé à Bruxelles, mais à un moment donné, ils en avaient marre de vivre à Bruxelles. On a vécu quelques années pas très loin de maintenant Kinépolis et l'Atomium, dans le Scarlet, ce que je me rappelle quand j'étais jeune. Et papa et maman ont construit une maison à Anguien, dans un petit village à côté d'Anguien. C'était pas non plus... Non, donc je connaissais très bien, j'ai fait quelques études quand même au collège Saint-Augustin à Anguien. Et donc j'ai fait du sport à Anguien, j'avais un relationnel quand même. Et donc voilà, Anguien était une très belle région à travailler. C'est proche de Bruxelles, donc c'est une ville un peu dortoir. Donc énormément de gens ne sont pas là pendant la semaine, ils vont travailler sur Bruxelles. D'ailleurs, la gare d'Anguien, tu as des voitures le matin dans tous les coins, et puis ils reviennent. Donc c'est particulier, c'est pas comme Tournai où là tu as une clientèle qui travaille à Tournai, il y a suffisamment d'emplois à Tournai pour que les gens restent à Tournai. Tandis qu'à Anguien, on va dire que l'emploi, il n'est pas monstrueux, et donc les gens sont obligés d'aller chercher un emploi beaucoup à Bruxelles, mais c'est à 20 minutes de train à peu près, 20-25 minutes de train. Et voilà, donc on ne voit pas les gens en semaine, c'est un peu désertique la semaine en Anguien, mais néanmoins il y a des contacts à pouvoir faire. Voilà. Ok, très intéressant. Donc là c'est donc ton côté banque. Oui. Donc tu es tout. Oui, toujours. Donc il y a une ambition de... évidemment tout ça est en accord avec la banque tout doucement, et on avance tout doucement, mais il y a un pas
pour céder peut-être l'agence soit à un autre indépendant, soit la banque rachète, soit on réfléchit aussi tant qu'elle a peut-être la possibilité de le faire à notre fille, parce que c'est une opportunité pour elle. Bien donc, sûr. alors qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, c'est évidemment une décision, et que la banque accepte ou pas, c'est une décision. Okay. Mais il y a vraiment, on est dans le cours de cette réflexion, et donc nous on restera le temps qu'il faut, évidemment, 1 an, 2 ans, 3 ans, fonction du temps que ça doit mettre et de la décision qui sera prise. D'accord. Donc ça c'est bon. Alors, avant de parler d'autres projets, Oui. On peut parler aussi de où on est aujourd'hui. Lousteau du Vergalan. Lousteau du Vergalan, bien évidemment, que là tu fais quoi, un indépendant complémentaire On a une seconde société, qui était une société familiale de l'époque des fourrures, qu'on a repris suite au décès de mon papa. Mon papa l'utilisait encore comme consultant, donc on va dire c'était une coquille. Et cette coquille, on l'a gardée parce qu'elle a une valeur sentimentale. C'est une société où il y a eu beaucoup d'activités de ma famille, donc c'est vraiment de cœur que je l'ai prise. Parfois c'est plus facile d'en créer une nouvelle, ça coûte quasi rien maintenant, mais voilà, je voulais la garder. Et à l'intérieur de cette société, on a développé, il y a 2 activités. Il y a mon épouse qui a un magasin de vêtements de danse depuis 4 ans. Donc elle fournit notamment le Danse et compagnie, les tutus, les chaussons de danse et les choses comme ça, mais c'est très occasionnel dans l'année, cyclique, c'est vraiment un secteur précis, donc ça ne marche pas toute l'année. Et on a développé Lousteau du Vergalan, donc ce bâtiment on l'a racheté il y a 1 an et demi. On a fait beaucoup de travaux, parce que c'est grand, c'est un bâtiment de plus de 700 mètres carrés. On a développé d'abord le privé, donc pour y habiter, puisqu'on habite ici. Donc on a rénové à peu près 300 mètres carrés privés. Et quand on a eu fini la rénovation privée et pouvoir y vivre agréablement, on a rénové les 300 mètres carrés professionnels. On se trouve ici. Où tu te trouves maintenant. Le temps un peu de voir vers où on va. Donc l'idée était très claire, c'est mettre à disposition des salles pour tout ce qui est événements d'entreprise, réunions, conseil d'administration, assemblée générale, formation, conférences. Ça a très vite plu, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on a lancé ça. Ça a très vite plu parce que le cadre est évidemment historique. C'est un bâtiment, grâce à mon voisin d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que c'est un bâtiment qui remonte à bien plus longtemps que ce que je ne croyais. D'accord. Donc il y a une histoire avec une famille de brasseurs, la brasserie Cousine. D'accord. Donc ça faisait partie de tout un domaine. Donc nous on a racheté une partie, puisque toi, tu le vois, mais pas les auditeurs, s'ils viennent en tout cas nous voir. Donc, c'est historiquement tout le domaine que tu vois. D'accord, ok. Et donc, nous, on a racheté la partie ici, qui a été un restaurant, on va dire, une grosse partie des dernières années, à peu près 40 ans, de familles qui ont développé la restauration. Et nous, on a tout rénové en gardant le cadre avec l'aide d'un architecte d'intérieur, enfin, une architecte d'intérieur. On a rénové tout en gardant l'ancienneté et le cachet, l'histoire, mais avec la modernité d'aujourd'hui, donc des écrans de conférence dernière génération, du mobilier de grande qualité. On a refait toute l'électricité, on a refait toutes les canalisations. Donc un travail vraiment lourd et costaud. Et on est content d'y être arrivé. Donc c'est des investissements, on va le dire, très importants, mais comme tu dis, je reviens à la passion de l'entrepreneur. L'entrepreneur, quand il se donne un objectif, il va jusqu'au bout. Je pense que certains auraient probablement abandonné en cours de travaux parce que c'est lourd déjà en termes techniques, d'organisation, trouver les entreprises et avoir le courage tous les jours de gérer ça. Et aussi financièrement, c'est clair que c'est des investissements qui sont colossaux. Les gens le savent quand déjà ils rénovent une petite pièce de 10 mètres carrés pour une salle de bain, ça coûte déjà des milliers d'euros. Donc sûr. Quand tu rénoves 600 mètres carrés sur 700 aidés, c'est costaud. Ouais. Mais voilà, un entrepreneur va jusqu'au bout. Parfois en se mettant en difficulté, en prenant des risques, mais il va jusqu'au bout. En étant certain de là où il veut aller, de ce qu'il veut atteindre. Exactement. Et donc on y est, la demande est là, les gens adorent, on a des prix de location de salles qui sont à peu près équivalents au prix des salles de fête, donc des salles que tu trouves derrière les églises ou des choses comme ça. Donc on reste à des budgets extrêmement raisonnables en termes de salles.
plus ou moins, je veux dire, entre 300 et 700 euros. On a une grande salle de 90 mètres carrés. En fonction de la demande. En fonction de la demande. On privatise aussi tout. Donc, il y a des entreprises qui nous demandent, nous, on aime bien votre bar, on aime bien la salle pour la réunion, il y a la salle là pour faire le catering. On fait très modulable. Très modulable. Donc, on a déjà vraiment tout eu, tout style. Et nous, on se met en fonction de ce que les entreprises nous demandent. Alors, je dis entreprise parce que c'est essentiellement entreprise. On n'ouvre pas au festif. Festif, c'est-à-dire soirée avec des disjockeys, des choses comme ça. J'ai envie de rester copain avec les Froyénois. et puis également le respect des travaux qu'on a fait, des matériaux qu'on a utilisés. J'ai été jeune, j'ai des enfants jeunes, donc des gadailles où les pompes à bière fonctionnent bien et à un moment donné, on ne sait plus trop bien où on va et ça clash partout. Ça, je peux pas. Donc c'est niet. Mais quelqu'un fête ses 50 ans avec une trentaine de personnes, avec un peu de musique. On n'est pas fermé non plus. Peu sur mesure. Voilà. Côté Horeca, tu fonctionnes. On travaille avec les acteurs locaux. Ok. Oui. On a la chance. C'est toi qui impose ou c'est non. D'abord, on demande évidemment aux clients entreprises qu'est-ce qu'ils désirent. Donc ça va du pain surprise qu'on va chercher chez Bobonne, par exemple, à Gorin, à des dîners plusieurs couverts, où là on a des traiteurs ici à Tournai qui sont exceptionnels. Donc en fonction de la demande, tu sais plus ou moins à qui tu pourrais demander. Exactement, et en fonction du budget. Donc là, l'entreprise vient vers moi, voilà, nous serons 40 personnes. On aimerait bien une formule walking dinner, 2 entrées, un plat, dessert, pour un budget de 60 euros par personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Je sais directement vers qui je peux aller. On cherche toujours le local, la qualité, la rapidité du service, le professionnalisme, et on a des acteurs ici à Tournai, l'Horeca à Tournai. On sait que quand tu veux réserver un restaurant le vendredi soir, tu n'as pas intérêt à téléphoner le jeudi. C'est foutu. Donc on a des très bons établissements. Et on travaille aussi bien avec des restaurants qu'avec des traiteurs. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Et maintenant, on a le Cercle de Wallonie. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Oui, on va y venir. Wallonie et Lions pour terminer le podcast. Juste avant, l'Horeca, es-tu aussi ambassadeur Pédieu? Oui. Parce que ça, c'est aussi une fierté. Fierté. Parce que je sais que ambassadeur Pédieu, tout le monde ne peut pas devenir ambassadeur Pédieu. Tout à fait. C'est Vincent Collier qui est venu visiter pendant les travaux l'Ousto du Vergalan. Et on a parlé, c'est vraiment une personne extrêmement à l'écoute que j'apprécie beaucoup d'empathie, qui avec sa famille réalise quelque chose d'incroyable au niveau de la brasserie, un développement énorme et qualitatif. Et donc il est venu ici, il a eu le coup de foudre pour l'endroit, et il a trouvé que c'était super. Alors on n'est effectivement pas du tout la taverne à la Grand Place qui fait ses 3-4 fûts Pédieu, j'en sais rien, par jour, mais peu importe, il était très content de nous faire devenir ambassadeur Pédieu, parce que la Pédieu et l'image qu'il donne allait bien avec notre endroit, et j'aime bien, à titre personnel, une bonne Pédieu. Et donc ça s'est fait naturellement, et on est très content. Et on travaille avec tous des produits qualitatifs, la Cristal comme Pils, qui est une très bonne Pils aussi. Les vins Brunin, pour les citer aussi, on les connaît bien à Tournai. Julien, Bernard et toute son équipe, je les aime beaucoup parce qu'ils m'ont souvent aussi également soutenu dans mes projets. C'est des entrepreneurs. Oui, tout à fait. Julien, tu le connais. C'était une fois tout à fait. l'occasion de l'interviewer parce que j'essaie de l'avoir dans le aussi. Je pense qu'il a son mot à dire à Tournai. Exactement. Et donc ce sont des gens qui comprennent les autres entrepreneurs, qui comprennent les difficultés que les entrepreneurs ont, et qui sont à l'écoute et qui sont prêts à aider. Et alors ça reste des commerçants, comme je suis également commerçant, on a quelque chose à vendre, mais il y a un respect de ce monde-là, et humaniste. Donc Vincent, Brunin, il y en a plein, je pourrais en citer plein, mais c'est quelque chose dont je suis très réceptif. Très bien. Pour clôturer, pour passer à la dernière partie un peu du podcast, ce qui est intéressant aussi, et je pense que c'est très intéressant au niveau de l'entrepreneuriat, c'est le réseau.
à se créer un bon réseau, parce que voilà, si on ne se fait pas connaître, on ne sait pas vendre ses services, ses produits. Et donc voilà, comment toi tu construis ton réseau, et donc du coup tu pourrais nous parler aussi du Cercle de Wallonie, du Lions que tu fais partie, d'autres que je peux, du BNI aussi que tu es là, d'autres que je ne connais peut-être pas, mais voilà, comment tu vois la vision du network, du réseau, et voilà, et comme ça parle aussi un peu de tes différentes activités. Le réseau, il est évidemment essentiel si on veut réussir une entreprise où il y a quelque chose à vendre, quel qu'il soit, que ce soit un service, un bien. Plus ton réseau est grand, plus évidemment tu ouvres les portes à une clientèle susceptible d'être à l'écoute de ce que tu vends. Et donc oui, j'ai toujours été attaché, même lorsque j'étais à la première banque comme salarié et pas comme indépendant. J'avais déjà cette ambition de développer le réseau et donc de faire partie des clubs d'entreprise de la région. On parle de la CCI, la Chambre de commerce, qui est évidemment un acteur incontournable à Tournai et important. Que ce soit les BNI, ça fait 10 ans que je suis au BNI de Tournai avec des co-membres formidables. Il y en a quelques-uns qui partent, il y en a des nouvelles générations qui arrivent. Donc ici, moi je fais partie des anciens. Et il y a des plus jeunes qui arrivent, qui prennent les rênes, qui ont leur propre vision, leurs propres décisions. Parfois, tu t'adhères ou t'adhères pas, ça c'est différent, mais la génération bouge, donc c'est normal. On essaie de parfois leur apporter notre expérience, notre vécu. Le BC 75 aussi, qui est un club que je côtoie, très chouette, qui a 2-3 ans d'existence, avec des personnes que je ne vois pas nécessairement au BNI. Donc c'est important aussi de sélectionner des réseaux où tu enrichis dans des univers différents. Voilà. Parce que si c'est pour voir chaque fois, alors c'est pas ça, on est content de les voir, mais on dit qu'au niveau commercial, au niveau affaires, ça n'a pas d'intérêt. Si on paye des cotisations qui sont parfois importantes, ça va de 500 à 2000 euros par an, il faut quand même choisir quand on est indépendant l'intérêt d'y aller. Donc BNI, CCI, BC 75, il y en a plein. Donc moi j'ai le Cercle de Wallonie, puisqu'on doit en parler. Donc j'ai été capitaine sport du Cercle de Wallonie avec l'ancienne direction. Suite à l'hosto du Vergalan, j'ai toujours été convaincu, connaissant bien le Cercle de Wallonie, que le Cercle de Wallonie avait sa place à Tournai. Elle n'y était pas, puisque pour l'instant le Cercle a des antennes. Enfin maintenant à Tournai aussi, mais avant, au moment où j'ai eu cette idée et de les rencontrer, Liège, Namur, Mons, Charleroi, le Brabant wallon, mais rien à Tournai. Tournai et Wappy. Tournai, Wappy, la Wallonie-Picarde. Et je l'ai fait dans les deux sens. Je considérais que le Cercle de Wallonie avait sa place à Tournai et avait un intérêt à y être, mais j'ai surtout une certitude que les entreprises tournaisiennes ont un intérêt très important à rejoindre le Cercle de Wallonie. Parce que comme je disais, on a beaucoup de clubs d'entreprise et de clubs d'affaires à Tournai locaux. On se rencontre tous, on se connaît tous. Mais il manque clairement un acteur de club qui nous permet de sortir de Tournai. Et donc d'aller rencontrer les entreprises de la Wallonie-Picarde, de la Wallonie, de la Wallonie en général. Et donc traverser les frontières. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on a des activités du Cercle de Wallonie ici. Donc on a une antenne officielle. Donc si vous allez sur le site du Cercle de Wallonie, il y a les différentes antennes. Et Tournai, l'hosto du Vergalan est renseigné. Donc on est dans le magazine, le programme avec toutes les dates. Je fais une petite parenthèse. Au mois d'avril, par exemple, on reçoit le 16 avril notre ministre de la Défense tournaisienne avec le patron de la société d'armement, la Herstal, c'est le nom de la FN Herstal. Et 2 jours après, c'est Notélé qui vient faire une conférence. Donc on a vraiment des conférences de qualité. Ça fait venir des membres du Cercle de Wallonie de toute la Wallonie. On a déjà eu des Liégeois, des Namurois, des Montois, des Bruxellois qui sont venus aux événements tournaisiens. Et donc les Tournaisiens membres du Cercle de Wallonie, on a déjà, on va dire, une 15-20 membres qui se sont fait membres, et je crois qu'il y a une demande au fur et à mesure qu'on se fait connaître, rencontrent des entrepreneurs au-delà de la frontière de Tournai. Et ça, c'était mon ambition. Et pouvoir faire ça à l'hosto du Vergalan,
qui est le lieu dont Oui. on le croit, avec le cercle, dans le milieu affairiste. Mieux. Voilà, la boucle était bouclée, en tout cas dans mon esprit. Et donc, super content que ça matche. Beaucoup d'entreprises tournaisiennes sont déjà venues me dire Renaud, c'est super, on rencontre enfin aussi des gens qu'on ne connaissait pas. Il y a déjà des affaires qui se sont faites, des contacts, donc top. Très content. Okay. Et si tu nous as parlé des business clubs, oui. Mais tu fais aussi partie des service clubs, enfin d'un service club en oui. particulier, le Lion Shield d'Eric. Oui. Je pense que c'est important aussi de le mentionner. Aussi important aussi de dire la différence entre un service club et un business club. Je pense qu'il y a aussi parfois des personnes qui peuvent confondre. Il faut croire que c'est voilà, moi parce que moi aussi je suis au Léo. Au Léo, hein. Donc les jeunes Lions. Tout à fait. Et quand des personnes me demandent un peu ce que c'est le Lion, est-ce que c'est un business club, etc. Moi je leur réponds que bien évidemment non. Alors encore une fois, et je compare aussi comme un club de foot ou un club de sport, on va là pour faire du sport. Oui. Bien évidemment, on rencontre des personnes qui ont un lien d'amitié. Tout à fait. Ben, c'est sûr que, comme on parlait de peintre la dernière fois ou d'architecte d'intérieur. L'attaquant, c'est un peintre, voilà, mais il est peintre, c'est peut-être l'occasion. Tu peux le mettre, tu peux le référencer, mais tu ne vas pas là. Et en tout cas, quand on va dans une réunion, et tu nous expliqueras aussi, et je pense que c'est la même chose, quand tu vas dans une réunion, tu ne viens pas là, tu ne te présentes pas en tant que banquier. Voilà, je suis banquier, etc. Venez chez moi pour refaire. Tu ne te présentes pas comme au BNI, par exemple. Tout à fait, c'est pas affairiste. Voilà, c'est ça. Donc, bien évidemment, il y a des relations qui se font parce qu'on est tous humains et qu'on se voit minimum. Enfin, nous, c'est 1 fois par mois, vous, c'est 2 fois par mois, plus les activités. Donc, il y a des liens qui se créent de solidarité, etc. Tout à fait. Mais ça ne reste pas le but. Le but, c'est bien service club, donc c'est servir. Et c'est complètement servir d'abord. Servir d'abord. Mais tu vas nous expliquer un petit peu. Donc, tu fais partie du Lions Club Shield d'Eric depuis 5 ans. Alors, cette envie de service club est venue de par aussi mon papa, qui lui était rotarien pendant toute sa vie et jusqu'à son départ. Club. Voilà. J'ai également, je peux faire une parenthèse, fait partie du Rotary quelques années. Et puis voilà, j'ai quitté ce club. Et puis quelques années après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Lions avec mon parrain que je pense que tu as interviewé, Marc Morio, je crois. Hein, oui, j'ai vu une partie de son podcast. J'ai pas encore su tout voir, mais tout à fait. Donc il y a de très belles personnes au service club. Il y a Grégory Morlingham que j'ai cité tout à l'heure, qui fait partie de mon club aussi, et Marc Morio que j'ai aussi interviewé. Voilà. C'était et donc Marc m'a parrainé, puisque dans un service club il y a un parrainage. Le parrain te propose en tant que candidat au service club, et puis l'ensemble du club adhère à cette intégration dans le service club. Mais le service club effectivement est très différent d'un club d'affaires, d'un business club. On n'est pas là pour faire du business. On rencontre des gens qui sont dans les affaires, qui ont été indépendants, qui le sont toujours, patrons d'entreprise, qui ont été salariés, cadres de banques ou d'autres. Mais on est clairement là pour consacrer du temps que l'on a pour des œuvres caritatives, des associations, via une organisation internationale bien ficelée, bien organisée. Et voilà. Et donc ça faisait partie des valeurs que l'on m'a communiquées au niveau familial, et j'ai toujours eu envie de rejoindre un service club parce que j'ai vu ce que papa faisait lors de ces temps de service club avec le Rotary, le sens du devoir, du partage. Tu l'as dit tantôt, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir étudier. Exactement. Tout le monde n'a pas les familles avec les moyens financiers pour le faire, et nous avons la chance, d'avoir eu des parents qui nous ont, pour certains, payé des études, pour d'autres, fait d'autres choses, investi pas des études, mais dans d'autres projets. Mais il y a clairement une partie importante de la population qui n'a pas toute cette chance-là. Et je crois que si tu as des bonnes valeurs, tu as aussi la valeur de partage et la valeur de dire je suis conscient de la chance que j'ai, et si je peux consacrer du temps et un peu de moyens financiers à des gens qui n'en ont pas, faisons-le. C'est la solidarité.
Et donc voilà, c'était important. Donc j'ai rejoint le Lions Club Childéric, qui est un très très chouette club tournaisien. J'ai à l'intérieur des membres avec des parcours et des valeurs aussi très très fortes. Certains ont des expériences de service club de 30 ans, donc ils nous apprennent aussi beaucoup de choses par rapport au fonctionnement. Et donc voilà, je m'investis avec énormément de plaisir dans ce club. Investissement d'ailleurs jusqu'à la présidence, parce que je serai président du Lions Club Childéric ici au mois de juin. Donc c'est une nouvelle grande aventure pour moi. Donc ici, on doit créer un comité. Donc j'ai créé un comité avec des gens qui étaient ouverts à venir me rejoindre dans cette aventure. Et on a créé une commission. Cette commission va réfléchir un petit peu au futur des clubs Lions, parce que tout service club, comme tout aujourd'hui, doit évoluer. La jeune génération arrive. Nous, on dit souvent 1 an de plus. Donc, un service club, tous les membres prennent 1 an chaque année et vieillissent d'1 an. Et donc, si on n'y fait pas gaffe, la moyenne d'âge peut très très vite monter. Ouais. Alors c'est pas pour ça qu'il n'a pas sa raison de vivre, mais je crois qu'un service club, c'est quand même agréable d'avoir toutes les générations qui se mélangent, parce qu'on a besoin de jeunes qui ont de l'énergie, qui ont du temps aussi à des heures différentes, des gens qui sont pensionnés et qui ont d'autres libertés de temps, mais physiquement un peu moins, je dirais, de possibilités. On a mal au dos, mal aux genoux, un peu mal partout. Et donc comme on organise des événements dont le but est de faire rentrer des bénéfices qui sont intégralement reversés à ces associations, quand on organise, je ne sais pas moi, un festival de musique pendant un week-end où il y a énormément de choses à réaliser, c'est important que le club et aussi des jeunes à l'intérieur. Et donc toutes ces générations ensemble, je pense, peuvent faire des miracles et des choses très importantes qui permettent, plus on génère de moyens financiers, plus on peut aider des associations. Et c'est pour moi la raison de vivre d'un service club. Et donc, mon ambition en tant que président, c'est donc j'ai eu l'occasion, je fais une petite parenthèse, j'ai eu l'occasion d'être l'un des représentants à la Convention internationale du Lionisme l'année dernière, donc à Boston. Okay. Je suis parti une semaine à Boston avec toute une équipe là-bas. Et donc, on a pu voir un peu tout ce qui se passe vraiment au niveau international. Ouais. Donc, c'était le changement de président international et tout ce qui se passe là-bas, c'était vraiment riche d'enseignements. Et donc, cet enseignement, les valeurs que j'ai, ma réflexion quant au fait qu'un service club doit continuer à vivre, toutes générations confondues, mais évoluer en fonction des générations qui arrivent. Un jeune de 30 ans qui quitte le Léo Club a un autre parcours de vie, d'autres désirs, d'autres moyens de penser, d'autres moyens de communication. Et si on veut qu'ils viennent dans un service club où la moyenne d'âge est de 55, 60, 65, parfois 70 ans, ce club doit clairement mettre les choses en route pour pouvoir accueillir ces jeunes de 30 ans. Pour qu'ils n'aient pas l'impression de dire « moi je ne vais pas aller là, je vais m'embêter, je vais avoir l'impression, je dis ça de manière humoristique, dans un home. Ouais. Non, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est que aussi bien celui de 30 ans que le membre de 70 ans vont pouvoir ensemble s'enrichir mutuellement et pouvoir, grâce à ça, faire avancer le service club vers son développement du futur et vers toujours son œuvre, son objet social, qui est d'aider les gens qui en ont besoin. Et donc voilà, c'est vraiment une chouette aventure, cette présidence, et j'ai la chance d'avoir une équipe qui a été créée, qui est top, toute génération confondue, et donc je suis certain qu'on va faire de l'excellent travail. Je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Pour terminer, je clôture toujours le podcast avec le conseil de l'invité à une personne qui souhaite entreprendre. Oui. Quel serait pour toi le conseil phare que tu donnerais à une... Voilà. Bien s'entourer, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. On a parlé beaucoup des services clubs, du relationnel, du CERD Wallonie, du ACCI, des services clubs.
Des comptables, des contacts, des comptables, des banques, des bonnes personnes à rencontrer. Créez-vous, avant d'entreprendre, un excellent réseau, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont empathiques, on parle beaucoup de ce mot, mais je crois qu'il est important, c'est de sentir que la personne qui est en face de toi t'écoute, tu l'écoutes, et il y a une envie de partage ensemble, sans jugement, d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas l'esprit trop critique. Alors on peut critiquer dans le but de reconstruire, mais on ne peut pas critiquer pour démolir. Ça fait partie des choses qui aujourd'hui me blessent dans la vie, c'est qu'on est dans une société, et parfois les réseaux, et heureusement qu'il y a des gens qui gèrent des choses dans les réseaux positives, comme toi tu le fais, mais parfois c'est le contraire, et quand on voit les commentaires sur Facebook, tu vas passer 15 minutes à aller voir les commentaires sur Facebook, tu n'as déjà plus envie de travailler dans ta journée parce que tu es dégoûté. C'est malheureusement souvent des commentaires néfastes, destructeurs. Et on est aujourd'hui, malheureusement, pour une partie des gens, dans une mentalité de critique, de jalousie, il a des problèmes, je vais parler de ces problèmes pour qu'il ait encore plus de problèmes. Non, moi je fais partie des gens qui disent, il a des problèmes, je vais vers lui, je vais l'écouter, je vais l'aider. Tiens, Renaud, tu as besoin d'aide, tu es dans une période qui est compliquée, nous allons te soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Au lieu de dire, oh Renaud, tu as vu ce qu'il a fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est pas bien. Top. Voilà. Et donc, ce que je peux dire aux entrepreneurs de demain, c'est entourez-vous de gens compétents, bienveillants, qui ont envie de vous aider, et voilà. Et s'il y a ça, on a déjà plus l'envie et l'ambition de vouloir faire ce qu'on a envie. On est déjà très bien parti. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces mots de fin, très touchants et très réalistes, que je partage aussi. Je te souhaite plein de succès dans tous tes projets, et je te dis à très bientôt. À très bientôt Victor, et merci à toutes les personnes qui nous écouteront. Merci à toi.